Alors si t'as jamais entendu parler de cette marque, c'est très grave, je ne peux absolument rien pour toi. Ça veut dire que pour les 60 dernières années, t'as vécu sous un rocher. Good morning. Nike est bien sûr le big boss des marques de sport aujourd'hui. Alors pour vous donner une idée, parce que c'est pas du tout de la rigolade, en octobre 2022, la capitalisation boursière de Nike s'élevait à un montant de 192,86 milliards de dollars. Alors la capitalisation boursière, en fait, c'est la valeur totale des actions d'une société cotée en bourse. Et en plus de ça, elle a enregistré un chiffre d'affaires toujours en 2022 de 46,7 milliards de dollars. Donc vous voyez un peu le délire, mais à la base c'était pas gagné d'avance. Son créateur a bien galéré, donc entre histoire d'illégalité, de règlement de compte, de vengeance, de procès, de coups de pute. Aujourd'hui on va voir comment Nike a été créé. Pour parler de la création de Nike, en fait il faut parler de ce mec, Phil Knight. On va voir aujourd'hui comment ce type, avec 0 $ en poche, a créé la plus grosse marque de sport au monde. Et pour comprendre cette histoire, en fait, il faut remonter quand même un petit peu plus loin, dans les années 60, en 1962. Donc Phil Knight a 24 ans, il termine ses études à Stanford et il a une idée folle en tête, faire le tour du monde. Comme il avait aucun sou en poche, il va voir son papa qui lui demande de le sponsoriser pour son petit voyage. Le mec, il s'est bien mis, hein. Moi, à la fin de mes études, je savais pas du tout ce que j'allais faire de ma life. Super, c'est pas le même délire, hein. Et ensuite, faire un petit passage par le Japon pour réussir à importer des chaussures de sport japonaises aux États-Unis. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi c'est une idée folle? Eh bien, tout simplement parce qu'il faut se mettre dans le contexte de l'époque, les gars. Nous sommes 17 ans après la Seconde Guerre mondiale. Inutile de vous dire que les relations entre les deux pays étaient pas ouf à ce moment-là. Donc oui, quand t'as un jeune américain qui, 17 ans après la Seconde Guerre mondiale, se dit, ce serait une bonne idée d'importer des chaussures de chez vous, chez nous, c'est peut-être vu comme une idée folle. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'à cette époque-là, les chaussures de sport étaient faites pour les athlètes. Les gens n'achetaient pas comme ça des chaussures de sport pour aller se balader ou pour aller faire des courses. C'était uniquement réservé aux sportifs, sur les terrains de sport, dans les gymnases, sur les parquets de basket. Et le rêve de Phil Knight, c'était de voir tout le monde porter des baskets partout. Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Il voulait absolument démocratiser ça. Pourquoi on ne pouvait pas démocratiser ça? Parce que des chaussures de sport, ça coûtait cher. Les Allemands, Puma et Adidas fabriquaient leurs chaussures en Europe, en Allemagne, la main-d'œuvre était chère et c'est pour ça que Phil se disait, là en Asie, il y a un truc. La main-d'œuvre coûte 3 fois moins cher qu'en Europe et il faut savoir que la fabrication des chaussures de sport, c'est 50% de son prix. Donc c'est pas rien. Donc le mec présente son idée à ses potes de fac qui lui disent, ouais, c'est cool ton idée, mais c'est quand même un petit peu de la merde, non, on s'en fout, enfin, c'est que des chaussures de course à pied, quoi. Mais c'est de la merde. Mais Phil Knight ne lâche rien, il décide de partir avec un pote de fac et il s'arrête à Honolulu. Et là, ils oublient en fait leur idée parce que les femmes sont belles, les plages sont magnifiques et ils restent sur place. Au bout de quelques temps, Phil se dit, oui, mais attends, c'est un petit peu de la merde ce qu'on est en train de faire. Moi, j'aimerais bien aller au Japon. Son pote, lui, a rencontré une nana, donc il a plus envie de partir. Super, le gars a oublié la règle numéro 1 de l'amitié entre mecs, bros before hoes. How dare you! Donc notre cher Rémi sans famille quitte tout seul Honolulu et arrive au Japon. Il connaît personne, il a pas de thune. Avec lui, il a qu'un seul costume tout pourri. Et là, par l'intermédiaire de connaissances de son père, il rencontre deux GI. Je sais, ça fait beaucoup d'informations. On dirait que je suis en train de vous raconter Game of Thrones là. Mais vous allez voir, on avance. Les deux GI lui parlent d'une société qu'il devrait aller visiter, Onitsuka. Le mec se dit, c'est super, de toute façon, je connais personne, faut bien commencer par quelque part. Onitsuka Tiger, c'est une société qui fabrique des chaussures de sport. Ça intéresse Phil Knight. Donc le gars enfile son costume tout pourri, contacte la société, réussit à obtenir un rendez-vous. Le mec part et il se gourde d'adresse. Il arrive 30 minutes en retard. Au Japon, les mecs, 30 minutes de retard. Super! Ils le prennent quand même un peu au sérieux, tu vois, t'as un Américain qui s'intéresse à eux, ils disent super! Il lui fait visiter l'usine, Phil Knight est là en mode, il fait genre, oui, bien sûr. Mais oui, c'est clair. On lui donne des chiffres, le gars a aucune idée de comment ça se passe, la production de chaussures, la vente, la fabrication, rien du tout, il n'y connaît rien, il fait genre, c'est du bluff. Ils rentrent tous dans une salle de réunion, et là je vous laisse imaginer le truc, donc tu as un jeune Américain de 24 ans face à 4 Japonais bis
businessmen qui sont à fond, ils sont là en train de le dévisager. Et là, Phil Knight a envie de leur expliquer son discours en leur expliquant que comme dans le domaine de la photographie, les Japonais pourraient détrôner les Allemands dans le domaine du sport. Parce qu'il faut savoir, pour l'instant, les deux gros big boss des marques de sport, c'est Adidas et Puma. Donc là, Phil Knight essaye de se calmer, il respire un bon coup, il se racle la gorge, il veut commencer son discours et dit « Messieurs, Monsieur Knight, pour quelle société travaillez-vous » Et là, le mec, il a juste envie de sauter par la fenêtre. Il s'attendait pas à ce qu'on lui pose cette question-là parce que tout simplement dans le scénario qu'il s'était fait dans sa tête, il pensait même pas arriver en fait aussi loin. Il ne pensait pas qu'on allait le prendre au sérieux. Et là, le mec garde son calme, respire profondément et il voit devant ses yeux sa chambre d'étudiant avec les murs couverts de rubans bleus qu'il avait accrochés quand il avait gagné des compétitions de course à pied. Bah oui, parce que notre cher Phil Knight, c'était un amoureux du sport. C'est pas par hasard qu'il voulait choisir ce domaine-là comme profession. Il prend un air encore plus sérieux et leur dit « Messieurs, je représente la société Blue Ribbon Sports d'Oregon. » C'est un coup de génie parce que là, tu as les Japonais qui sont là « Oh, Blue Ribbons, Blue Ribbons, Blue Ribbons. » Personne n'y connaît rien. Mais bon, voilà, nous sommes dans les années 60, donc pas de téléphone portable pour pouvoir vérifier ce que tu dis en 15 secondes. Le mec vient de faire un coup de génie. Phil Knight commence à réciter littéralement mot pour mot ce qu'il avait écrit dans son devoir à l'université. Les Japonais écoute attentivement. Phil Knight termine de parler. Les Japonais se mettent à parler entre eux comme si que le mec était pas là, genre en mode super, merci, je suis encore là, hein, les gars. Hein. Il se lève et il se barre. Donc là, Phil Knight se retrouve seul dans le bureau, il sait pas quoi faire, il sait pas s'il doit se barrer, s'il doit attendre. Au bout de 5 minutes, les Japonais reviennent avec quelques échantillons de chaussures, parmi elles la Tiger. Et cette chaussure, je suis sûre que vous la connaissez tous parce qu'elle est devenue extrêmement populaire grâce au film Kill Bill. Alors, juste une précision, si vous n'avez pas vu ce film, vous êtes une honte pour la culture générale. Donc à la fin de cette vidéo, vous quittez YouTube, vous me cherchez ce film, je sais pas, vous vous démerdez, vous le trouvez et vous le regardez parce que c'est un joyau de la cinématographie. Bref, revenons à notre cher Phil qui est en train de se chier dessus devant 4 Japonais. Et là, il se passe un truc de malade, un retournement de situation. Maintenant, c'est pas Phil qui est en train d'essayer de leur expliquer sa vision, son projet, son idée folle. Non, t'as 4 Japonais qui sont en train d'essayer de convaincre un Américain de vendre leurs chaussures aux États-Unis. Pas mal, non? Et ouais, ma gueule, à 24 ans. Moi, à 24 ans, je jouais aux Sims. Voilà. Et quand Phil Knight voit la Tiger, il n'a qu'une seule idée en tête, importer cette chaussure aux États-Unis. Donc il dit aux Japonais, bah écoutez messieurs, vous pouvez faire une facture à la société Blue Ribbon Sports d'Oregon et nous allons vous la quitter. Donc le mec a déjà une facture de 50 balles, il n'a même pas de sous sur lui. Donc dès qu'il quitte la salle de réunion, il court direct écrire une lettre à son père en lui disant, mon gars, il faut que t'assures, faut que tu payes une facture à la société Onitsuka de 50 $. Le mec, il était vraiment fauché, quoi. C'est vraiment un coup de maître d'avoir réussi à faire ça. Je pense que nous aussi, on devrait faire pareil, Bogdan. On va aller à une société, je sais pas, chez Harry, par exemple. On va leur dire, nous, on représente la maison de production Dracula Transylvanie. On a fait déjà 45 000 films. On est des oufs. Sponsorisez-nous, donnez-nous des caméras gratos. Harry, donnez-nous des caméras gratos. Des Sony, ça marche aussi. Hein. Donc voilà, ça c'est littéralement une bouteille jetée à la mer. Harry, envoyez-nous des caméras, même des vieux trucs, c'est pas grave. Qu'est-ce que t'en penses, Bogdan? Tu kifferais de recevoir de chez eux un petit peu de matos? N'importe qui, si vous avez des choses, moi je prends tout. Hein. Ah, le roumain, oh le rat, nous on prend tout. Alors oui, sauf les slips utilisés, ça on prend pas. Donc nous envoyez pas vos slips sales, ça ne nous intéresse pas. Donc voilà, cela vous présente quand même un petit peu le personnage. Le mec part au bout du monde, tout seul, sans rien y connaître. Il arrive à faire un coup de poker de malade. Je fais une petite révérence à ce monsieur qui a quand même bien géré. Donc le gars continue quand même son tour du monde, mais ses pensées sont toujours au Japon avec les Tigers. Il arrive chez lui, la première chose, il ouvre la porte, il dit bonjour, est-ce que les chaussures sont arrivées? Et non, les Japonais n'ont pas envoyé les chaussures en fait. Donc
Donc voilà. Alors, soit les Japonais se sont foutus de sa gueule et ils ont pris les $50, ils sont allés au pute ou au karaoké. On ne le saura jamais. Phil Knight va leur écrire, ne recevra pas de réponse. Super. La vie est belle. Le mec est au bout de sa life. Et son père lui dit, non mais mon gars, t'inquiète, hein, moi les 50 balles, je leur ai déjà dit au revoir depuis longtemps. Voilà. Au bout de quelques mois, les Japonais répondent et disent, attendez encore quelques jours, monsieur. Alors oui, mais quelques jours, c'est 10 jours, 15 jours, 200 jours, 4000 ans, ça veut dire quoi? Aucune autre réponse. Entre-temps, le mec était devenu expert comptable, sa vie était chiante, il était tout déprimé, tout aigri, et un jour, les chaussures arrivent. Quand Phil Knight voit les Tigers, en lui se réveille la flamme du business, il ne lâche rien, mais il a pas de thune en fait. Donc en fait, il peut pas ouvrir sa boîte, qui n'existe toujours pas d'ailleurs. Il va voir son papa qui commence à en avoir marre de lui donner de l'argent, et son père lui dit, bah écoute, t'as un travail qui te rapporte, arrête de nous faire chier avec tes chaussures de sport, ça intéresse personne. Le mec n'abandonne pas et il envoie un exemple de cette paire à son ancien entraîneur de fac, Bill Bowerman. Alors Bill Bowerman, je sais, ça vous dit rien, ça me disait rien à moi non plus, mais le mec, c'est le chaman de la course à pied. Il a écrit un livre qui, l'année de l'apparition du livre, il en a vendu 1 million d'exemplaires. Donc nous avons le J.K. Rowling de la course à pied, Bill Bowerman, qui n'a pas aimé la Tiger. Non, il l'a adoré et il dit à Phil, je veux investir avec toi. Là, Phil Knight, son cerveau, il a explosé. Il se dit, mais c'est pas possible. Donc ils investissent ensemble 50-50 et passent la première commande à Onitsuka. Tout se passe très bien, donc Phil va voir des magasins de sport pour essayer de vendre sa chaussure. Et là, les mecs l'envoient bouler en lui disant, bon, écoutez, moi, mon garçon, la dernière chose dont ce monde a besoin, c'est d'une nouvelle marque de chaussures de course à pied. Voilà. Le jogging, on s'en fout, c'est chiant, ça fatigue tout le monde. Alors sincèrement, moi, j'aimerais bien voir la gueule des mecs qui ont envoyé chier Phil Knight, celui qui créera quelques années plus tard Nike. Voilà, j'aimerais bien voir sa tête, savoir qui a refusé de travailler avec lui. Et si les mecs sont encore vivants, soyez-en sûrs qu'ils connaissent les chiffres que je vous ai donnés en début de vidéo. Donc moi, j'aimerais bien aller les voir et leur demander la définition ultime du SUM. Phil Knight ne lâche rien, il met les baskets dans le coffre de sa voiture et décide d'aller les vendre directement aux entraîneurs, aux athlètes, aux fans de sport, sur les terrains, pendant les événements sportifs. Et ça marche du tonnerre de Dieu. Tout le monde veut acheter les Tigers d'Onitsuka parce que à $7 la paire, c'est 25% de moins que les concurrents allemands. Ça marche tellement que t'as des gosses qui sonnent littéralement à la porte des parents de Phil Knight pour aller acheter directement chez lui une paire de chaussures. Donc dans la biographie, Phil Knight raconte une anecdote comme quoi il installait les mecs sur son canapé, il leur faisait essayer des chaussures, il leur mesurait le pied, et c'est comme ça que le gars a commencé à vendre même des pompes chez lui. Entre temps, bien sûr, oui, il avait quand même créé la société Blue Ribbons, parce que sinon il serait passé pour un con face aux Japonais, hein, voilà. Tout se passe extrêmement bien, les ventes marchent super bien, jusqu'à l'apparition d'un mec, le Marlboro Man. C'est comme ça que Phil Knight le surnomme. Nous ne savons pas qui c'est le mystère en fait de cette histoire. Et en fait, ce type est allé au Japon et a réussi à obtenir l'exclusivité sur l'importation des chaussures d'Onitsuka. Donc un jour, Phil Knight reçoit une lettre du mec qui lui dit bon écoute mon gars, t'es dans ma zone, arrête de vendre des chaussures à ma place. Et là, Phil Knight se dit mais c'est qui ce cassos? C'est quoi ce bordel? Donc il redemande de l'argent à son père, oui, parce qu'il a toujours pas de thune. Le mec, en gros, tout ce qu'il gagne dans la société, il l'investit dans la société. Donc le mec est un clodo en fait, juste un clodo qui sait bien faire du business. Il part au Japon, il réussit heureusement à régler ce problème et Blue Ribbon Sports devient l'importateur et le distributeur officiel d'Onitsuka dans la partie ouest de l'Amérique. Oui, il a pas réussi à gagner toute l'Amérique, mais au moins il a l'ouest. Et que pour les chaussures de course à pied, donc t'as le Marlboro Man qui continue quand même à vendre du Onitsuka Tiger, mais voilà. De l'autre côté, à l'est, il va quand même en avoir rien à foutre parce que quelques années plus tard, il va commencer quand même à vendre jusqu'à New York les chaussures. On n'est pas très à l'ouest là, à New York. Il y a quand même une bonne distance, hein, mais bon, voilà, c'est pas grave. On fait genre, il se passe rien, personne respecte rien, mais à l'époque, c'était génial. Tout le monde faisait ce qu'il voulait. C'est super. Bien, aujourd'hui aussi, des fois, c'est un peu la même chose. Hein. Et déjà, en 1966, Blue Ribbon Sport va même ouvrir son premier magasin. Et ouais, ma gueule, tous les mecs là, les rageux qui voulaient pas vendre ses chaussures, et ben c'est pas grave, on va ouvrir notre premier magasin. Et ce magasin a vu le jour grâce à ce type, Jeff Johnson. Alors il faut que je vous parle en fait de ce mec parce que le gars c'est du délire. C'est-à-dire que le mec travaillait à la base chez Adidas. Il était pas convaincu au début quand Phil lui avait montré les pompes. Au final, il a fini par quitter Adidas. Il était à fond avec Phil. Le mec était tellement à fond qu'il ne pensait qu'à travailler. Genre il travaillait tellement que
que sa femme l'a quitté. Genre t'as sa femme qui est venue qui lui a dit bon, c'est soit les pompes de fil, soit moi. Le mec il a dit dégage, la porte elle est là. Voilà. Donc le mec il a fini tout seul. Il avait plus de thunes. Il a vendu sa maison parce qu'il voulait vendre les chaussures de Phil Knight. Ils étaient hétérosexuels. Imaginez pas un truc genre une histoire d'amour entre les deux. Apparemment le mec écrivait des lettres non-stop à Phil Knight. Phil Knight à un moment donné il disait le mec m'écrit tellement que j'arrivais pas à lire ses lettres. Il a embauché quelqu'un pour lire les lettres de Jeff Johnson tellement il lui écrivait. C'est comme ce pote là qui t'envoie des reels non-stop. Il t'envoie tellement de reels que t'arrives pas à les regarder. Physiquement c'est impossible, ça prend trop de temps. Voilà, tu te réveilles le matin, t'as 300 notifications. C'est ce mec qui a passé sa nuit à envoyer toutes les conneries. Et ben ça c'était Jeff Johnson, mais grâce à lui, la société a tellement bien évolué. C'est-à-dire que là déjà, vers la fin des années 60, Blue Ribbon Sports est déjà une PME qui emploie quand même une vingtaine de personnes dans tous les États-Unis. Donc là, vous allez me dire, bah c'est super, tout se passe bien. Et ben non, parce qu'en fait, dans les années 70, les merdes commencent à arriver. Onitsuka ne veut plus travailler avec Phil Knight. Ça se trouve, en fait, Jeff Johnson leur a aussi écrit des lettres et du coup, les mecs se sont dit non, on veut pas de ce type-là. Ils veulent distribuer tout seuls leurs chaussures, donc ils veulent faire une rupture de contrat, mais ils ne peuvent pas, donc ils doivent encore attendre. Phil Knight, quand même, va devant ses associés pour leur annoncer qu'avec Onitsuka, c'est fini, tout le monde est au bout du rouleau, ça fait des années qu'ils bossent comme des malades, ça marche super bien, personne ne comprend rien. Non, 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 non. Et là, t'as Phil Knight qui leur dit, écoutez, moi c'est exactement ce que je voulais parce que maintenant les Américains sont prêts à acheter autre chose que des chaussures allemandes. Là, tout le monde est choqué. Personne ne s'attendait à ça. Et le mec se dit, c'est pas grave, on va faire notre propre société. Le problème, c'est que pour créer une marque, il te faut quand même un logo. Donc là, ils vont embaucher une petite étudiante en art graphique, Caroline. Et au bout de 17 heures de travail, ceci va apparaître. Cette virgule. La première fois que Phil Knight a vu cette magnifique virgule, il a dit bon écoute, je l'adore pas, mais je vais m'y faire. Et Caroline, pour ce magnifique logo, a quand même reçu une belle somme. Hein. Voilà, ça c'est bien, c'est quand tu travailles avec des grosses sociétés, c'est super parce que tu te fais une thune de malade. La meuf a gagné 35 $. Yes, super. Même en convertissant à l'argent d'aujourd'hui, je sais pas si 35 $, ça fait 200 $ quoi aujourd'hui. Aucune idée. Je vais peut-être vous écrire ça quand je vais faire le montage de la vidéo. Bref, bah oui, mais bon, il faut se mettre dans le contexte de l'époque. La meuf, elle était étudiante, elle a fait ça comme ça à côté de ses cours. Mais quand même attention, hein, parce que dans les années 80, Phil Knight a organisé une fête en son honneur et lui a donné gratos des actions Nike. Yes, et bah c'était bien de se faire payer 35 $ parce que c'est mieux d'avoir les actions du coup. Et il lui a offert aussi cette bague en or sertie d'un magnifique diamant qu'elle est la seule à posséder avec le logo de Nike. Donc je pense que si elle vend le petit bordel là, c'est bon, ni elle ni ses petits enfants, ils n'ont plus besoin de travailler. On l'a payé 2 $ de l'heure. Et je n'aurais jamais pensé qu'elle mettrait 17 heures pour faire le logo. Donc pour l'instant c'est très bien, on a le logo mais il faut un nom. Et Phil Knight va encore se tourner vers ses merveilleux employés et va leur demander en fait d'écrire chacun sur un papier le nom qu'ils ont envie de mettre. Et là nous avons un problème de lumière. Et Bogdan est en colère. Je parle tellement que le soleil va bientôt se coucher. Bon, je continue comme ça. Ah, le soleil est revenu. C'est bon, nous sommes de retour. Bref, donc chacun écrit son nom et c'est celui de Jeff Johnson. Mais je vous avais dit que ce mec, il est génial. Et lui, il a écrit sur un papier Nike. Et là, t'as Phil Knight qui lui dit mec, viens là. C'est quoi ce nom là? C'est quoi ça? Nick, tu vas faire quoi? Tu veux on porte des Nike et je nique ta mère? Avec Nike, on va tout niquer. C'est quoi? On va faire quoi comme slogan avec ça? Mais donne-moi ça, mais c'est pas nique ta mère, c'est Nick, ça vient du grec Athéna Niké, la déesse de la victoire. Mais toi, t'as pas de culture, mon gars. Hein. Ça va être ça, le nom, parce que c'est classe. Donc voilà, nous avons le nom, nous avons le logo, mais cela ne suffit pas car Phil Knight, pour lancer cette marque, il a quand même besoin de la chaussure révolutionnaire. Et ce qui est cool, c'est que Bill Bowerman, il travaille toujours avec lui. Et ce mec, c'est un génie. Depuis le début de sa carrière, il n'aura qu'une obsession, en fait, c'est améliorer les chaussures de sport de ses coureurs. Et un matin, pendant qu'il prenait son petit déjeuner, il voit sa femme en train de faire des gaufres en utilisant, vous savez, le truc là pour faire des gaufres. Et là, il se dit, mais si on remplace la pâte à gaufres par le soleil. Si on remplace la pâte à gaufres par... qu'est-ce qu'il y a? Arrête-le alors. Bogdan pète les plombs, nous avons un petit problème technique au niveau de la lumière.
Donc si je disais, pour la 4e fois, si on remplace la pâte à gaufres par du caoutchouc, cela va donner des semelles géniales pour la course à pied. Donc c'est ce que Bowerman va faire, il va greffer ça en dessous de la Tiger et la chaussure moule à gaufre est née. Et maintenant tout est parfait, Phil a le nom, le logo et sa chaussure révolutionnaire, reste plus qu'à la produire. Le problème c'est que Nike n'a absolument pas les moyens d'avoir ses propres usines. Et là Phil Knight, comme à chaque fois, il va avoir une idée de génie. Et il va faire une chose à laquelle personne n'avait pensé avant lui, c'est-à-dire sous-traiter tout le processus de fabrication des chaussures. Bah oui, parce que jusqu'à maintenant, Adidas avait des usines Adidas en Allemagne. Pour Puma, c'était pareil. Pour Converse, c'est exactement la même chose. Et Nike va tout simplement changer le game en délocalisant avant tout le monde toute la fabrication de ses chaussures. Et il va aller là où la main-d'œuvre est la moins chère, en Asie. Donc vraiment, le mec, il est là avant tout le monde. Donc c'est très bien, je récapitule, on a le nom, on a le logo, on a comment fabriquer la chaussure. Maintenant, il faut se faire connaître. Et vous l'avez peut-être deviné, ils n'ont pas l'argent de faire de la pub. Donc encore une fois, Phil Knight va avoir une idée de malade et c'est la première fois dans l'histoire du monde qu'une marque va payer des athlètes pour porter leurs produits. Nike va payer en 1974 5 000 $ un sportif pour ne porter que des Nike. Alors vous allez me dire 5 000 $ c'est rien, et ben non, parce qu'en fait il faut faire la conversion. 5 000 $ à l'époque c'est environ 31 000 $ aujourd'hui, ce qui était franchement pas rien. Et ça c'est génial parce que grâce à cette pub, en un an Nike va vendre 500 000 exemplaires. Et oui, du jamais vu. Ça va là on a un trollolo qui se balade derrière. Bon, vas-y, bois. Mesdames et messieurs, vous savez ce qui va se passer après que Bogdan va boire une gorgée d'eau pétillante. Faut que j'arrête d'acheter de l'eau pétillante, mais le mec fait ça même s'il boit du thé, donc on attend. Merveilleux, super, merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Moi, je vous fais de gros bisous et je vais aller tuer Bogdan. Donc tout se passe super bien pour Phil Knight. Le mec en question lui fait une pub de malade et au bout de 2 ans il meurt en fait. Donc voilà. Donc c'est chiant parce que maintenant on n'a plus d'athlètes. Mais Phil Knight ne lâche rien et en 1900, je vais me claquer la main mais super fort. Comme je disais, Phil Knight ne lâche rien et en 1983, Nike va décider de commencer une collaboration avec un jeune basketteur qui est au début de sa carrière. Aujourd'hui, on ne le présente plus. Il est issu des quartiers blacks de l'Amérique, Michael Jordan. Alors certes, à ce moment-là, il était au début de sa carrière, mais il y avait quand même Adidas qui le voulait. Donc il y a eu quand même une petite bataille entre les deux. Et si vous voulez plus d'informations sur cette partie-là de l'histoire qui est super intéressante, je vous conseille vraiment d'aller regarder ce film qui raconte merveilleusement bien ce qui s'était passé. En 1984, Michael Jordan signe son premier contrat avec les Chicago Bulls et là, sa carrière à la NBA débute. Phil Knight se dit, on est sur les parquets de la NBA, il faut vraiment une chaussure mais qui claque sa mère. Mais c'était pas simple de se mettre en évidence parce que à cette époque-là, la NBA était très stricte sur la tenue vestimentaire de ses joueurs. Donc elle voulait des shorts pas trop longs, pas trop courts et pour les chaussures, seules 2 couleurs étaient autorisées, le blanc et le noir. Donc là, Phil Knight se dit, bon on a le droit que au blanc et au noir, c'est très bien, on va faire une chaussure rouge et blanche avec le logo en noir. Quand la NBA voit cette paire de chaussures, elle est furieuse et interdit cette paire sur ses parquets sous peine d'amende. Et là, Phil Knight dit à Michael Jordan, toi tu joues et moi je paye. Et Phil Knight paiera des dizaines et des dizaines de milliers de dollars d'amende, mais peu importe parce que cette mauvaise pub qui en fait a été une pub excellente pour Nike leur a permis de vendre en une année 1 million d'Air Jordan. C'était du jamais vu dans l'histoire du sportswear. On September 15th, Nike created a revolutionary new basketball shoe. On October 18th, the NBA threw them out of the game. Fortunately, the NBA can't stop you from wearing them.
Et en plus, cette paire, elle n'était pas donnée parce que déjà à l'époque, elle était chère. Elle coûtait 100 $. Alors vous vous souvenez, c'est comme tout à l'heure, il faut faire la conversion. Donc c'est-à-dire que 100 $ dans les années 80, c'était à peu près 300 $ aujourd'hui. Ce qui est quand même pas mal. La Air Jordan va vraiment marquer en fait un tournant dans l'histoire des pieds. Et là, t'as tous les mecs fétiches de pieds qui sont là. Hein, quoi, comment, qui, quoi, quand? Bah oui, parce que maintenant, c'est fini en fait. La chaussure de sport n'est plus que pour les sportifs. Et la plus grande majorité des chaussures de sport qui vont se vendre ne vont même plus fouler un stade ou des parquets de basket ou des terrains de baseball. Tout le monde veut porter partout des chaussures de sport. Et Phil Knight commence à se faire mais une thune de malade. La société marche merveilleusement bien. Elle emploie désormais 20 000 personnes et tout cela se passe parfaitement bien jusque dans les années 90 où la marque se prend un gros coup de poing dans la gueule. Putain, tu casses mon moment là. Là, c'était censé être un moment genre hyper dramatique dans le machin. Genre, je voulais mettre une petite musique en mode suspense et tout. Et là, toi, tu nous sors ça comme ça là. Dans la chatte. Mec, t'as fini? Et à la fin des années 90, Phil Knight devient littéralement l'ennemi public numéro 1, le représentant de Satan sur Terre. Aujourd'hui, je vais enfin vous donner l'occasion, à vous journalistes, d'admirer le grand Satan en personne. Et pourquoi? Tout simplement parce que le scandale sur la fabrication de ses chaussures voit le jour. Nike emploie des enfants dans ses usines. Ils sont payés une misère, travaillent tous les jours de l'année dans des conditions atroces. Partout dans l'Amérique, des manifestations ont lieu et les manifestants mettent en scène des travailleurs littéralement transformés en esclaves au service du succès de Nike. Tout ce scandale a vu le jour en fait grâce à un journaliste, Michael Moore, qui dans son documentaire The Big One va présenter une image que personne n'avait vue jusqu'à maintenant de Phil Knight, va le présenter comme quelqu'un de cynique qui n'en a absolument rien à faire. Nike va devenir la société qui sera jugée la moins éthique au monde. Phil Knight mettra quand même 4 ans pour se sortir quand même de cette merde. Les ventes vont chuter, plus personne ne veut être associé à cette marque qui favorise l'esclavagisme. Cette histoire va tellement loin que Nike sera obligé de mettre en place quelque chose que personne n'avait fait jusqu'à maintenant et c'est un code de bonne conduite que chaque fabricant doit respecter s'il veut collaborer avec Nike. On ne saura jamais en fait combien de sociétés ont réellement respecté ce règlement, mais globalement c'est un peu ça qui a sorti un peu Nike de la merde et qui a permis quand même de redorer son image. Aujourd'hui, Phil Knight, si tu rotes encore une fois, je t'étrangle. Cette histoire aura quand même failli amener Nike à sa perte et d'ailleurs Phil Knight n'en parle même pas dans son livre, c'est-à-dire que les chapitres s'arrêtent juste avant ce scandale. Pourquoi t'es mort de rire depuis tout à l'heure? J'ai dit comme ça, j'ai dit les chapitres. Je suis fatiguée, j'ai mal à la tête. Tout ce scandale à la fin des années 90, début 2000 a quand même failli mener Nike à sa perte. Pourquoi tu rigoles encore? T'es encore en train de rire. Pars s'il te plaît, pars s'il te plaît. Casse-toi. T'as fini de rire? T'es nul hein. 2 hours later. Et après la mise en place de ce code de bonne conduite, Nike a quand même repris sa place de leader incontesté dans le domaine des marques de sport. Donc voilà, on est arrivé au bout en fait de cette histoire parce qu'il faut bien s'arrêter quelque part. Aujourd'hui, Phil Knight ne travaille plus chez Nike, il y passe juste comme ça de temps en temps faire un petit coucou à ses employés. Il est quand même parti à la retraite avec une fortune personnelle de, je ne me souviens plus, il faut que je cherche, 37 milliards de $. Ce qui n'est vraiment pas mal du tout hein. Pour faire cette vidéo, j'ai recueilli des informations dans l'autobiographie de Phil Knight. Je fais aussi des recherches sur internet. J'ai regardé ce film que je vous ai recommandé tout à l'heure. J'espère que cette vidéo vous a plu. D'ailleurs, si ça vous Cette vidéo vous l'a plu. Mais j'ai pas dit ça, j'ai dit vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Et surtout à laisser votre avis dans la section des commentaires. À activer aussi les notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous embrasse. Et je vous dis à très vite. Ciao. Allez là, sois pas mal poli, dis au revoir aux gens. Au revoir aux gens.